situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le cercle de Nyono, les récoltes de riz menacées dans le cercle par des attaques djihadistes. Les détails dans un instant. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SYNABEF, a animé ce mardi 11 octobre 2021 un point de presse pour informer la population de leur préavis de grève déposé le 7 octobre 2021. Octobre Rose, mini-sondage auprès de concitoyens et le cancer du sein expliqué par un spécialiste. Nous en parlerons également dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal. Ibrahim Ikassa Maïga, le ministre de la Refondation, a effectué ce lundi 11 octobre une visite de courtoisie au siège du Conseil supérieur de la diaspora malienne. L'objectif est d'expliquer la nécessité des assises nationales de la Refondation et de demander l'implication de toute la diaspora pour sa réussite. Il est au micro de Moussa Tembini. Nous sommes venus aujourd'hui au Conseil national de la diaspora malienne pour exposer ce que nous entendons par refondation de l'État. Mais simplement aller à leur école aussi, parce qu'ils nous ont déjà montré la voie, à plus d'un titre. Comment défendre, même en l'absence de l'État, les intérêts des Maliens établis à l'extérieur. Ils nous ont donné la preuve à plusieurs occasions. Demander aussi leur accompagnement de ce qui va se jouer avec eux pour définir ensemble les contours du nouveau Mali. Jeter les bases de notre Malikoura. Le Conseil nous a proposé son accompagnement, chose qu'il fait déjà assez bien d'ailleurs, en nous montrant les voies et moyens dont pourrait profiter le Mali pour jeter les bases de ce Mali nouveau. J'ai été émerveillé par la vivacité d'esprit, la promptitude à proposer des solutions à nos problèmes. Et je crois que les assises nationales de la refondation et le processus de refondation qui va suivre seront certainement une belle réussite avec leur appui. Nous en parlions à l'entame de cette édition. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SYNABEF, a animé ce mardi 11 octobre 2021 un point de presse pour informer la population de leur préavis de grève déposé le 7 octobre 2021. Les revendications s'articulent autour de 13 points dont la relecture de certaines conventions collectives. Écoutons le secrétaire général du syndicat au micro de Moussa Tembini. Ce préavis porte sur un certain nombre de points, 13 points, dont le départ sans condition du DG de la BDM et non moins président de l'APB. Et c'est là au nom de l'apaisement du climat social, l'apaisement définitif du climat social dans notre secteur. Il s'agit également des cas d'injustice tels que le cas des pompistes. Ces pompistes qui travaillent dans des multinationales et qui n'ont même pas le SMIC. Ces pompistes qui travaillent des années qui n'ont même pas de contrat de travail. Une autre situation injuste, c'est le cas des prestataires de services. Ces prestataires de services, ce sont nos collègues de travail. Nous travaillons ensemble, à diplôme égal, mais à revenus différents. À diplôme et à tâches égales. Parfois, ils travaillent même plus, mais sans avantage. Nous avons dit que c'est une situation injuste. Il y a des cas d'abus et de violation des droits des travailleurs, notamment à la BDM. À la BDM, vous savez, ces dirigeants, chers camarades, nous causent énormément d'ennuis, d'autant que par malchance, c'est le DG, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le président de l'APB. Là-bas, l'injustice qui prévaut aujourd'hui, c'est d'abord le cas de Mme Kane Djenebassal, dont nous avons suffisamment évoqué le cas ici. C'est une dame qui a été licenciée illégalement, qui a été calomniée
qu'on a accusé de tous les nids d'oiseaux. Et nous avons dit, ça doit s'arrêter. Et elle a été licenciée le 11 juin 2021. Dans ce préavis, nous exigeons son retour. La grève commence à partir du 27 octobre, si les négociations n'aboutissent pas. 27, 28, 29 octobre, 72 heures. Il n'y aura pas de service minimum. Il n'y aura même pas de compensation. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le cercle de Nyono. Le cessez-le-feu négocié en mars dernier entre les terroristes et les chasseurs semble désormais rompu. Pendant ces derniers jours, les attaques et les massacres de population sont devenus fréquents dans les localités de Sokolo, Dogofri et Farabougou. Ces villages se vident de leurs habitants. Cette situation risque d'impacter la production risicole du Mali de cette année, vu que les dites localités sont des zones productrices par excellence de riz. Aouna Salia Kone a été demandé l'avis des spécialistes sur cette menace. Les attaques entre les groupes extrémistes violents et les chasseurs ont repris de plus belle dans les cercles de Nyono, Sogolo, Dogofri, Farabougou. Ces localités se vident de leurs habitants, comme les montrent ces vidéos amateurs. Si au début les agriculteurs étaient interdits d'aller dans leurs champs, aujourd'hui, ils sont obligés de faire dose à leur culture. Une situation qui risque de créer un drame humanitaire vu que cette zone est rizicultrice par excellence au Mali. De prime abord, on pense à l'impact humanitaire de cette situation. Le fait que les récoltes ne répondent pas aux attentes, ça peut générer des conséquences humanitaires dramatiques. On sait qu'il y avait déjà plus de 3 millions de personnes qui étaient en position de risque d'insécurité alimentaire. Et quand cette situation viendra s'ajouter à ce risque très élevé déjà, comme je le disais, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais il faut se poser la question, au-delà de l'aspect humanitaire, des enjeux économiques et politiques des derniers agissements de ces groupes-là. La rupture du cessez-le-feu entre les terroristes et les chasseurs peut être due, selon notre analyste, à l'absence de l'État lors de sa signature. Ces accords, parce que sont conclus en l'absence de certains acteurs clés, notamment l'État, d'autres parties prenantes, souffrent très souvent de suivi, parce que quand ces accords, il n'y a pas de garantie institutionnelle ou encore que certaines des dispositions de ces accords-là prévoient la prise en charge par d'autres parties qui sont absentes au cours de ces négociations, l'effet de ces accords-là est très limité. Donc, selon Baba Dakono, ce qui est curieux et qu'il faut chercher à savoir, c'est la cause de cette rupture de confiance entre les deux camps. C'est un fait nouveau que les groupes essaient de se mettre à dos les populations, les communautés dans ces localités-là. D'autant plus que ce qu'on sait depuis, c'est que ce sont plutôt des groupes qui cherchent toujours à avoir l'adhésion de ces populations-là. En analysant la recrudescence des attaques terroristes dans cette zone de Nioro, localité de riziculture par excellence, aussi les récentes attaques sur l'axe Bamako-Dakar, une route économiquement importante à cause des sites miniers et le transport des marchandises via port de Dakar, on peut s'inquiéter de cette nouvelle stratégie de terreur de la Katiba de Massina qui consiste visiblement à étouffer le pays sur le plan économique, sécuritaire et humanitaire. Le Musée national des arts et traditions du Gabon est l'infographie du jour. Le Musée national des arts et traditions du Gabon est un musée placé sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts du Gabon qui s'engage à promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel gabonais en mettant à la disposition des visiteurs des expositions d'art premiers et d'art contemporain. Inauguré en février 2019, le nouvel espace d'exposition du musée a été aménagé en face de la Chambre de commerce sur la rue Richard Nguema, Bécalé à Libreville. En plus des salles d'exposition, le musée dispose d'un jardin botanique qui détient une collection d'essences végétales locales, une réserve destinée à la conservation des œuvres, une salle d'archives sonores bandothèque ainsi qu'une salle de lecture et de recherche bibliothèque. Parmi les expositions qui se sont tenues au Musée national des arts et traditions du Gabon, nous pouvons citer entre autres l'Esprit de la forêt terre du Gabon en 1997, Sacré masque à la découverte des masques du Gabon en 2005, Rites et croyances en 2014, Gabon terre du Bitu et exposition photographique sur Oumar Bongo Ondimba en 2019, La vie au village en 2020 ou encore Miroir ébène de mode, Scott Colonel et Mixilius et les racines de l'espoir de Georges Mburu en 2021. À présent, suivons l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Dans le nord du Sénégal, des pelleteuses construisent une colossale barrière de rochers censée protéger Saint-Louis
des assauts de l'Atlantique. Mais il est trop tard pour des centaines d'habitants du littoral dont les éléments déchaînés ont ravagé les maisons. Par sa géographie, cette ville de 237 500 habitants fondée au XVIIe siècle par les Français sur une île près de l'embouchure du fleuve Sénégal est considérée comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. À terme, c'est tout Saint-Louis, joyau de l'architecture coloniale, qui est menacé. Depuis plusieurs années, les habitants sont confrontés à une seule difficulté, c'est l'avancée de la mer. Mais depuis que ce projet a débuté, nous sommes devenus optimistes. Ce projet de construction d'une digue est venu trop tard. Ça ne sert à rien de jouer les médecins après la mort. Ils ont attendu que des milliards de francs CFA soient engloutis par la mer pour venir aujourd'hui mettre ces pierres. Le groupe d'experts sur l'évolution du climat a prévenu dans un récent rapport, avec le réchauffement climatique, les zones côtières seront confrontées pendant tout le XXIe siècle à l'élévation de la mer. Ce seront des inondations plus fréquentes et plus graves, une érosion accrue et des épisodes extrêmes qui pourraient se produire tous les ans au lieu d'une fois par siècle dans le passé. Des nuages de fumée noire épaisse s'élèvent, tandis que des pompiers s'efforcent d'éteindre une énorme flamme qui fait rage dans un réservoir d'essence des installations de Zarani, près de la ville côtière de Saïda dans le sud du pays. Les installations de Zarani comprennent également la centrale électrique du même nom et fournissent 15% du mazout du pays. Une explosion s'est produite dans la ville d'Afrin, dans le nord de la Syrie, près d'une permanence du groupe islamiste Jaish al-Islam et d'un marché aux légumes. La région kurde d'Afrin a été conquise en mars 2018 par des forces turques et leurs supplétifs syriens, qui en ont délogé la principale milice kurde. Une permanence du groupe islamiste Jaish al-Islam et le marché aux légumes de la ville se trouve près du lieu de l'explosion. Parmi les morts figurent 3 civils et au moins un combattant de Jaish al-Islam, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé aux Royaumes-Unis et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. 12 autres personnes des civils, dont 2 enfants et des combattants, ont été blessés d'après la même source. Les hôpitaux d'Afrin ont reçu des corps carbonisés qui n'ont pas pu être identifiés, a ajouté M. Abdel Rahman. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la police locale a arrêté 2 jeunes hommes soupçonnés d'être liés à l'attentat. Le secteur, comme tous les territoires tenus par les rebelles pro-turcs, est régulièrement secoué par des assassinats ciblés, des attentats ou des explosions, imputés généralement par Ankara aux milices kurdes. Une voiture piégée a explosé aujourd'hui à Afrin et a fait 5 morts et des dizaines de blessés. La voiture a visé ces marchés de la ville d'Afrin. Ici, il n'existe ni quartiers généraux, ni rassemblement de factions. Ici, c'est juste un marché où se rendent des civils. La nouvelle première ministre tunisienne Najla Bouden présente son gouvernement au président tunisien Kais Saïd 11 semaines après l'éviction du précédent cabinet par le président qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, annonce la présidence. Le président de la République promulgue un décret nommant le chef du gouvernement et ses membres, a indiqué la présidence dans un communiqué peu avant la diffusion par la télévision officielle de la cérémonie de prestation de serment. Madame Bouden a été nommée le 29 septembre, plus de 2 mois après le limogeage le 25 juillet du Premier ministre Hichem Mechichi par le chef de l'État qui a également gelé le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire. Dans un discours lors de la prestation de serment, Madame Bouden, âgée de 63 ans, a affirmé que, je cite, « La lutte contre la corruption sera le plus important objectif ». Fin de citation. Son gouvernement compte 25 membres. L'annonce du nouveau gouvernement survient au lendemain d'une nouvelle manifestation à Tunis contre les mesures d'exception décidées par Saïda, à laquelle ont participé au moins 6000 personnes dans la capitale Tunis. En pleine crise socio-économique et sanitaire, et après des mois de blocage politique, Kais Saïd avait invoqué un péril imminent pour justifier ses actions dénoncées comme un coup d'État par ses opposants et des ONG.
Toujours dans le cadre d'Octobre Rose et de la série de reportages sur le sujet que vous pourrez retrouver dans nos différentes éditions, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens. Que savent-ils d'Octobre Rose et du cancer du sein, suivant leur réaction à travers ce mini-sondage réalisé par Sokona Diakité et Adama Sanogo. Non, je n'ai pas entendu parler d'Octobre Rose. Concernant le cancer du sein, c'est une maladie dont beaucoup de femmes souffrent. Nous sollicitons vraiment l'aide du gouvernement, des cadres, des médecins pour pouvoir vaincre cette maladie. Oui, bon, et c'est ma première fois que j'entends parler d'Octobre Rose. C'est ma première fois. Oui, j'ai entendu parler du cancer du sein. J'ai l'habitude d'entendre quand même les moyens de prévention pour voir réellement si il y a le cancer qui est là au niveau du sein. Donc on nous a dit de palper de temps en temps les seins à chaque après-règle pour voir réellement s'il y a des boules. Voilà, donc on nous a même donné des informations comment palper, de partager les seins en 4 et voilà, et commencer de palper. Oui, ce que je connais, parce qu'à travers les médias, ça dit la dame ne doit pas rester jusqu'au déclenchement de la maladie. Donc chaque fois, il y a des journées de dépistage. Elle doit passer au centre de santé pour au moins se prévenir, essayer de voir ce qui se passe. Donc en cas, si c'est au niveau du débit, peut-être on peut prévenir vite. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Et surtout que c'est le mois d'octobre est un mois de solidarité. Voilà, en plus du mois rose. J'ai entendu parler du cancer des seins. Et j'en suis témoin d'ailleurs d'une belle-sœur qui est décédée du cancer du sein. Dans le même contexte, nous avons également rencontré un spécialiste en la matière. Objectif, mieux éclairer les uns et les autres sur le cancer du sein. Sokona Diakité, Aïssata Traoré et Aruna Saliakone pour le reportage. Le professeur Cheikh Bougadari Traoré est spécialiste en anatomie, cytologie, pathologie au centre hospitalier universitaire du Point G. En termes médicaux, il nous explique ce que c'est que le cancer du sein et comment la maladie se manifeste. Le cancer du sein, c'est quand même une maladie qui atteint le sein. Donc, c'est les cellules anormales, les cellules qui se développent au dépens du sein, les cellules anormales. Et ces cellules vont être très nombreuses et constituent ce qu'on appelle un nodule ou une boule au niveau du sein. Le cancer du sein se manifeste par plusieurs méthodes, par plusieurs voies. Donc on peut avoir les boules dans les seins. Ça peut donner aussi des écoulements de sang à travers le téton du sein. Ça peut donner aussi des boules au niveau des aisselles, qu'on appelle en bambara guénénékourou, au niveau des aisselles. Ensuite, ça peut même donner des plaies au niveau de la peau qui couvre le sein. Ça donne des douleurs, ça donne un amaigrissement, n'est-ce pas, aux femmes aussi. Le diagnostic, autrement dit la manifestation de la maladie, peut se faire de plusieurs façons. Il en est de même pour sa prise en charge. Le cancer du sein se manifeste par plusieurs méthodes, par plusieurs voies. Donc on peut avoir les boules dans les seins. Ça peut donner aussi des écoulements de sang à travers le téton du sein. Ça peut donner aussi des boules au niveau des aisselles, qu'on appelle en bambara guénénékourou, au niveau des aisselles. Ensuite, ça peut même donner des plaies au niveau de la peau qui couvre le sein. Ça donne des douleurs, ça donne un amaigrissement, n'est-ce pas, aux femmes aussi. Il y a aussi 3 types de prise en charge du cancer du sein. Le cancer du sein peut être traité par la chirurgie. Le cancer du sein peut être traité aussi par la chimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments. Le cancer du sein peut être traité aussi par la radiothérapie, c'est-à-dire on envoie les rayons radiologiques au niveau du sein pour détruire les cellules cancéreuses. En termes de statistiques, plus de 400 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés rien qu'à Bamako et Kati en 2019 selon le professeur.
Dès le constat de modification au niveau des seins, le réflexe à avoir est de se rendre le plus tôt possible dans les hôpitaux. L'autopalpation ou la mammographie au-delà des 40 ans chaque 1 ou 2 ans afin d'établir un diagnostic précoce de la maladie sont entre autres les conseils prodigués toujours par notre interlocuteur. La grande finale des compétitions nationales de slam et humour intitulée Slam Niyele Massa s'est tenue le lundi 11 octobre 2021 à l'Institut français du Mali. La slameuse ségouvienne Fanta Mariko est la lauréate de la catégorie slam, tandis que le prix de la compétition d'humour a été décerné à la troupe Notre Famille de Bamako. Adama Sanogo. Au total, ils étaient 8 finalistes, soit 4 en slam et 4 en humour pour le titre de meilleur slammer et de meilleur humoriste de l'année. À l'issue de la compétition de slam, la Ségovienne Fanta Mariko a été déclarée championne par le jury avec 67,8 points engrangés. Elle devient ainsi la première régionale à remporter la compétition nationale de slam depuis sa création en 2014. Je l'accueille avec satisfaction, avec bonheur, avec joie, parce que dans le slam, normalement, c'est pas le rang ou bien la victoire qui est quelque chose qu'on devrait compter. Juste la satisfaction intérieure, ça suffit. Donc je suis vraiment satisfaite de moi-même et c'est ce qui me suffit. Quant à la catégorie humour qui avait mis en liste des jeunes humoristes en groupe et en solo, elle a été remportée par la troupe Notre Famille de Bamako. C'est une question de travail. Vraiment, on a bossé. Franchement parler, il faut le dire. Mon équipe et moi, on a travaillé sans cesse. Et depuis le début, on est rentré dans la compétition avec une seule vision, c'est-à-dire remporter la coupe. Et Dieu faisant bien les choses, ça a été comme ça. Le programme Slam Niyele Massa, au-delà de la compétition, est un programme de formation en slam et en humour. Une initiative du groupe Agouratoire qui entend promouvoir les deux disciplines au Mali. Le programme Slam Niyele Massa est la combinaison des 3 de nos projets, à savoir la compétition nationale du slam qui est le Massa Slam, la compétition nationale d'humour qui est le Yele Massa et les spectacles Femmes s'amusent. Ça, c'est les 3 projets là qu'on a réunis pour en faire un programme qui sera exécuté annuellement à la maison Agouratoire. Cette finale a été suivie par la restitution du spectacle intitulé Femmes s'amusent, un spectacle de 45 minutes qui donne la parole aux femmes via le slam et l'humour autour des problèmes auxquels elles sont confrontées dans notre société. Précisons enfin que la championne de Massa Slam représentera le Mali à la Coupe du monde de slam et à la Coupe d'Afrique de slam en 2022. Au point que je me croyais seule habitante du jardin d'Éden. Avec le triplé réalisé contre le Kenya le jeudi 7 octobre, l'ancien joueur du club olympique de Bamako est devenu le premier footballeur malien à réussir un tel exploit en Coupe du monde. Amadou Tolo nous parle du joueur. Ibrahima Koné, 22 ans, entre dans l'histoire du football malien. Auteur d'un triplé contre les Harambee Stars du Kenya le jeudi 7 octobre, au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'attaquant de Strasbourg 8 en Norvège est le premier footballeur malien à réaliser un tel exploit dans cette compétition. C'est la 2e fois que l'ancien sociétaire du COB réalise le triplé avec une sélection malienne après celle de 2017. Face aux Scorpions de la Gambie au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN, Maroc 2018. Ce jour, celui que les supporters appellent familièrement Bouaba a illuminé la rencontre par sa belle prestation en inscrivant 3 des 4 buts infligés aux Gambiens au stade Modibo Keïta par les Aigles locaux. L'ancien joueur du COB effectue son baptême de feu en sélection le 1er septembre contre le Rwanda. Victoire des Aigles 1-0. Lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, puis face à l'Ouganda, 0 but partout. Lors de la 2e journée, le 6 septembre, il a donc attendu son 3e match pour ouvrir son compteur but et de quelle manière un hat-trick.
que personne n'avait réussi avant lui en éliminatoire de la Coupe du Monde avec les Aigles du Mali. Selon les rumeurs, Ibrahima Koné serait courtisé par certains clubs en Belgique, dont le champion en titre, le Club Brugge. L'ancien joueur du COB pourrait quitter le championnat norvégien cette saison. Qui sait, le début d'une belle aventure peut-être. C'est la fin de cette édition, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Doliba TV News.